Dans la vidéo précédente, nous avons construit l'intégrale d'une fonction continue par morceau en utilisant la définition de l'intégrale d'une fonction en escalier. Nous allons maintenant continuer dans cette voie en démontrant pour les fonctions continues par morceau les propriétés fondamentales de l'intégrale, là encore en utilisant ces mêmes propriétés que nous avons déjà démontrées pour des fonctions en escalier. Voici les 6 propriétés que nous allons démontrer. 4 de ces 6 propriétés, nous les avons déjà démontrées pour les fonctions en escalier. Ce sont la linéarité, la positivité, la croissance ainsi que la relation de Schall. Nous allons ici démontrer 2 nouvelles propriétés pour les fonctions continues par morceau. Tout d'abord, l'inégalité triangulaire. Elle n'a pas vraiment d'interprétation géométrique comme l'inégalité triangulaire classique, mais sa forme, son expression, ressemble beaucoup à l'expression de l'inégalité triangulaire pour des sommes. C'est pour ça que nous avons gardé le même nom. Elle exprime donc que la valeur absolue de l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de la valeur absolue de f. Deuxième inégalité, celle de la moyenne. Si f et g sont 2 fonctions continues par morceau, l'intégrale de a à b, enfin la valeur absolue de l'intégrale de a à b du produit de f et de g, est plus petite que le sup de la valeur absolue de f sur le segment AB fois l'intégrale de a à b de la valeur absolue de g. Dans le cas où g est égal à 1, nous obtenons, comme cas particulier, l'inégalité suivante. La valeur absolue de l'intégrale de a à b de f est plus petite que b-a fois le sup de la valeur absolue de f. Ces 2 dernières inégalités soulignées en bleu clair sont aussi vraies pour des fonctions en escalier, évidemment puisque les fonctions en escalier ne sont que des cas particuliers des fonctions continues par morceau. Mais dans la vidéo sur les fonctions en escalier, nous n'avons pas démontré ces 2 inégalités, car nous n'allons pas nous en servir ici pour démontrer les propriétés de l'intégrale des fonctions continues par morceau. Par contre, les 4 propriétés soulignées en bleu foncé, nous les avons déjà démontrées pour les fonctions continues en escalier et nous allons réellement les utiliser ici pour les démonstrations qui vont suivre. Dans la démonstration qui vont suivre, les points 1 et 6, donc la linéarité et la relation de Schall, vont nous demander un peu plus de travail que les autres points, car ils vont nécessiter de revenir à la définition de l'intégrale d'une fonction continue par morceau en utilisant l'encadrement par des fonctions en escalier et des arguments de passage à la borne sup ou à la borne inf. Les 4 autres points, quant à eux, seront beaucoup plus rapides. Commençons donc par le point numéro 1, la linéarité. La démonstration de ce premier point, nous allons la découper en 2 étapes. Tout d'abord, nous allons montrer que l'intégrale de lambda fois f est égale à lambda fois l'intégrale de f, et pour la somme, nous montrerons dans un deuxième temps que l'intégrale de f plus g est égale à l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Je vous laisse le soin de voir qu'en démontrant ces 2 points, nous pouvons démontrer le point numéro 1. Pour l'intégrale de lambda f, nous allons là aussi distinguer plusieurs cas. Tout d'abord, nous allons distinguer le cas où lambda est strictement positif. Alors, même si nous n'allons pas le démontrer en détail, il est évident que si lambda est nul, le résultat est vrai. Donc lorsque lambda est strictement positif, nous allons introduire un epsilon strictement positif, et nous savons d'après la vidéo précédente qu'il existe alors 2 fonctions en escalier, une fonction en escalier que nous allons noter phi epsilon plus et une fonction en escalier phi epsilon moins, donc des fonctions en escalier. Je rappelle la notation E de AB, c'est l'ensemble des fonctions en escalier sur AB. Et donc ces 2 fonctions vont vérifier 2 points. D'une part, elles vont encadrer la fonction f, et d'autre part, leur différence est positive et plus petite qu'epsilon. Dans un premier temps, nous allons utiliser ce premier point que j'encadre ici en orange et que nous allons numéroter, donc numéro 1. Grâce à ce premier point, nous pouvons dire les choses suivantes. Tout d'abord, nous savons par définition que l'intégrale de a à b de f, c'est le sup de l'ensemble de toutes les intégrales des fonctions en escalier qui sont plus petites que f. Donc nécessairement, cette intégrale est plus grande que l'intégrale de a à b de phi epsilon moins, puisque phi epsilon moins est une fonction en escalier plus petite que f. Et de même, cette intégrale de a à b de f, c'est la borne inf de toutes les intégrales des fonctions en escalier plus grandes que f. Donc ici, l'intégrale de a à b est plus petite que l'intégrale de a à b de phi epsilon plus. Puisque lambda est strictement positif, nous allons pouvoir multiplier par lambda l'encadrement précédent. Ce qui nous donne donc
cet encadrement. Maintenant, si nous revenons au point numéro 1, nous pouvons aussi multiplier par lambda les fonctions phi epsilon plus et moins et f avant de les intégrer. Donc là encore, puisque lambda est strictement positif, nous avons ce résultat. Il se trouve que lorsque nous multiplions une fonction en escalier par une constante, nous obtenons toujours une fonction en escalier. Et de même, lorsque nous multiplions une fonction continue par morceau par une constante, nous obtenons une fonction continue par morceau. Donc ici, cette fonction est continue par morceau, et ces deux fonctions ici, lambda compris, sont des fonctions en escalier. Et donc nous pouvons réappliquer le même raisonnement qu'en haut de cette page. Nous pouvons maintenant intégrer cette inégalité de fonctions continues par morceau et en escalier, et obtenir donc cet encadrement de l'intégrale de la fonction lambda f. Nous avons donc ici deux encadrements qui vont nous intéresser, celui que je vais noter numéro 3 et ici l'encadrement numéro 4. Si nous effectuons la soustraction de ces deux encadrements, le troisième moins le quatrième, eh bien nous obtenons un encadrement de la fonction, de lambda fois l'intégrale de f moins l'intégrale de lambda f. Et donc, cette différence d'intégrale est plus grande que lambda fois l'intégrale de a à b de phi epsilon moins l'intégrale de a à b de lambda fois phi epsilon plus. Attention, ici c'est bien phi epsilon plus car nous avons soustrait l'encadrement numéro 4. Et ici, donc, c'est plus petit que lambda fois l'intégrale de a à b de phi epsilon plus, moins l'intégrale de a à b de lambda fois phi epsilon moins. Là aussi, c'est bien epsilon moins, car en multipliant, en soustrayant l'encadrement numéro 4, nous devons inverser les inégalités. Mais il se trouve que nos fonctions phi epsilon plus et moins sont des fonctions en escalier. Et pour les fonctions en escalier, nous connaissons déjà le résultat de linéarité. C'est-à-dire qu'ici, cette intégrale est égale à lambda fois l'intégrale de a à b de phi epsilon plus. Et ici, cette intégrale est égale à lambda fois l'intégrale de a à b de phi epsilon moins. Finalement, nous obtenons l'encadrement suivant. Lambda fois l'intégrale de a à b de phi epsilon moins phi epsilon plus. Alors là aussi, je peux regrouper ces deux intégrales en une seule parce que nos deux fonctions phi epsilon plus et moins sont des fonctions en escalier, et pour les fonctions en escalier, nous connaissons déjà la linéarité. Et donc ceci, c'est plus petit que l'intégrale de a à b de f, lambda fois, moins l'intégrale de a à b de lambda f, et c'est donc plus petit que lambda fois l'intégrale de a à b de phi epsilon plus moins phi epsilon moins. Et maintenant que dans les intégrales à gauche et à droite, nous avons la différence de nos deux fonctions phi epsilon, nous allons pouvoir utiliser l'encadrement que je n'ai pas encore utilisé, l'encadrement numéro 2 ici, qui indique que la différence entre nos deux phi epsilon plus et moins est plus petite qu'epsilon en valeur absolue. Donc avec le point numéro 2, nous avons la chose suivante. Donc je réécris ce point numéro 2. Lui aussi, nous pouvons l'intégrer car ici, nous n'avons que des fonctions en escalier, et en l'occurrence, 0 et epsilon sont des fonctions constantes, donc en escalier. Donc en les intégrant, nous obtenons ce résultat. Nous savons que l'intégrale de la constante epsilon de a à b est égale à epsilon fois b-1. Donc, en réinjectant ceci dans l'encadrement qui se trouve en bas de la page de gauche, finalement, nous obtenons l'encadrement suivant. Lambda fois l'intégrale de f moins l'intégrale de lambda f est encadré par epsilon fois lambda fois a moins b ou b-a. Ce qui, en termes de valeur absolue, peut s'écrire comme ça. La valeur absolue de lambda fois l'intégrale de f moins l'intégrale de lambda f est inférieure ou égale à epsilon fois la constante lambda fois b-1. Mais ceci est vrai pour tout epsilon strictement positif. Donc quitte à faire tendre epsilon vers 0, nécessairement cette valeur absolue est nulle. C'est-à-dire donc que la valeur absolue de lambda fois l'intégrale de f moins l'intégrale
de lambda f est égal à 0. Et cela, c'est bien ce que nous voulions montrer, car cela implique que l'intégrale de lambda f est égale à lambda fois l'intégrale de f. Donc c'est la première partie de la linéarité dans le cas où lambda est strictement positif. Dans le cas où lambda est strictement négatif, il suffit de reprendre la démonstration qui précède et d'adapter les choses. Essentiellement, il faut faire attention lorsque nous multiplions par lambda des encadrements à bien changer le sens des inégalités. Essentiellement ici, en haut de la page de gauche, nous avons un premier encadrement, donc dans la deuxième ligne, il va falloir ici échanger les sens des inégalités puisque nous multiplions cet encadrement par une constante strictement négative. Et de même ici, nous avons pris un encadrement entre nos trois fonctions, nous l'avons multiplié par lambda, les inégalités vont changer de sens, ce qui nous donne à beaucoup d'endroits des inégalités qui sont dans le sens contraire de celui de la première version. Mais au bout du compte, l'encadrement qui se trouve ici sera exactement le même et la conclusion sera donc la même. Pour achever la démonstration du point numéro 1, nous allons maintenant montrer que l'intégrale d'une somme de fonctions est égale à la somme des intégrales. Pour cela, nous procédons là encore de la même manière. Nous commençons par fixer un epsilon strictement positif et nous allons faire intervenir des fonctions en escalier adaptées à cet epsilon. Il existe donc 4 fonctions en escalier, 2 qui sont associées à f et 2 qui sont associées à g, que nous allons noter phi f plus et moins et phi g plus et moins, tel que f est encadré par phi f moins et phi f plus, g est encadré par phi g moins et phi g plus, et la différence entre phi f et phi g plus et moins est à chaque fois plus petite qu'epsilon. À partir de là, nous allons procéder comme pour la démonstration du premier point. Nous allons minorer l'intégrale de f de a à b par l'intégrale de phi f moins de a à b. Et nous allons minorer aussi l'intégrale de a à b de g par l'intégrale de a à b de phi g moins. Donc en faisant la somme de ces deux inégalités, nous obtenons que l'intégrale de a à b de f plus l'intégrale de a à b de g est supérieure ou égale à l'intégrale de a à b de phi f moins plus l'intégrale de a à b de phi g moins. Et comme phi f moins et phi g moins sont des fonctions en escalier, par linéarité, nous obtenons ici l'intégrale de a à b de phi f moins plus phi g moins. D'autre part, nous savons que la fonction f plus g est inférieure ou égale à la fonction phi f plus phi g plus. Or, phi f plus et phi g plus sont deux fonctions en escalier, donc leur somme est aussi une fonction en escalier. Donc nous avons ici une fonction en escalier qui est supérieure à la fonction f plus g, et donc en termes d'intégrale, nous obtenons que l'intégrale de a à b de f plus g est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de phi f plus phi g plus. Nous allons maintenant pouvoir donc regrouper les deux inégalités ici, l'inégalité numéro 1 et l'inégalité numéro 2. Donc en effectuant l'inégalité numéro 1 moins l'inégalité la 2 moins l'inégalité numéro 1, nous obtenons que l'intégrale de a à b de f plus g moins l'intégrale de a à b de f moins l'intégrale de a à b de g est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b. Alors une intégrale de fonction en escalier moins une autre, comme nous avons la linéarité pour les fonctions en escalier, nous pouvons regrouper tout ceci dans une seule intégrale. Nous obtenons phi f plus moins phi f moins plus phi g plus moins phi g moins, que nous allons pouvoir, là encore, détailler en deux parties. Nous allons pouvoir l'écrire comme l'intégrale de a à b, alors c'est déjà quasiment fait, de phi f plus moins phi f moins, plus l'intégrale de phi g plus moins phi g moins. Or, nous savons que ces deux quantités sont inférieures ou égales à epsilon, et donc globalement, tout ceci est plus petit que 2 fois epsilon fois la longueur de l'intervalle b-1.
De la même manière, nous pouvons inverser les inégalités et les rôles joués par φf- et φg- et φf+ et φg+. Donc en particulier, je détaille juste une étape à gauche. Ici, cette intégrale est plus petite que l'intégrale de a à b de φf+. Et nous pouvons faire la même chose ici avec l'intégrale de g qui est plus petite que l'intégrale de φg+. Et puis dans le bas de la page de gauche, nous aurions ici une égalité où l'intégrale de f plus g est plus grande que l'intégrale de φf- plus l'intégrale de φg-. Il suffit d'inverser les rôles ici des inégalités. Et nous obtiendrons donc à droite, de la même manière, une égalité, cette fois-ci une minoration de l'intégrale de f plus g moins l'intégrale de f moins l'intégrale de g. Et comme à nouveau ici, maintenant, ces fonctions ici sont supérieures ou égales à moins epsilon, eh bien nous obtenons ici une minoration par moins 2 epsilon fois b-1. Et à nouveau, cette inégalité peut se traduire avec une inégalité portant sur une valeur absolue. Nous obtenons donc que la valeur absolue de l'intégrale de f plus g moins celle de f moins celle de g est inférieure ou égale à 2 epsilon, 2 fois epsilon fois b-1. Et comme dans la conclusion du début de ce point numéro 1, cette inégalité étant vraie pour tout epsilon strictement positif, quand epsilon tend vers 0, nous obtenons que cette valeur absolue est nulle, c'est-à-dire que l'intégrale de a à b de f plus g est égale à l'intégrale de a à b de f plus l'intégrale de a à b de g, qui est bien la dernière partie que nous voulions pour démontrer la linéarité de notre intégrale. Donc ceci achève la démonstration du point numéro 1. Le point numéro 2 est beaucoup plus rapide à démontrer. Nous supposons ici que notre fonction f est supérieure ou égale à 0. Il se trouve que la fonction nulle est une fonction constante, donc en particulier, c'est une fonction en escalier. Donc nous pouvons directement dire par définition de l'intégrale d'une fonction par morceau que l'intégrale de a à b de f est plus grande que l'intégrale de a à b de 0, puisqu'à nouveau, l'intégrale de a à b de f, c'est la borne sup des intégrales de toutes les fonctions en escalier plus petites que f. Donc en particulier, l'intégrale de a à b de 0, c'est l'intégrale de l'une de ces fonctions en escalier plus petites que f. Évidemment, l'intégrale de la fonction nulle est nulle, et donc nous obtenons le résultat voulu, c'est-à-dire la positivité de l'intégrale. Le point numéro 3, la croissance, en découle directement, c'est la même démonstration que pour les fonctions en escalier. Si f est plus grande que g, eh bien f moins g est positive. Donc, avec le point numéro 2, l'intégrale de a à b de f moins g est positive. Or, nous venons de montrer la linéarité de l'intégrale pour les fonctions continues par morceaux, et donc nous savons que l'intégrale de f moins g, c'est l'intégrale de f moins l'intégrale de g, ce qui nous donne bien que l'intégrale de f moins l'intégrale de g est positive. Et donc, nous avons montré la positivité si f est plus grande que g, la croissance, pardon, si f est plus grande que g, l'intégrale de f est plus grande que l'intégrale de g. Le point numéro 4 se déduit rapidement des précédents également. Il suffit de remarquer qu'une fonction f est toujours plus petite que sa valeur absolue et plus grande que moins sa valeur absolue. Ensuite, de manière assez facile, même si je ne le détaille pas, si f est une fonction continue par morceau, eh bien sa valeur absolue est aussi une fonction continue par morceau. Je vous laisse en exercice le soin de le démontrer, ça n'est pas très compliqué. Et il va alors suffire d'appliquer à cet encadrement le point numéro 3, la croissance de l'intégrale. Donc avec le point numéro 3, et par la linéarité d'ailleurs, moins l'intégrale de la valeur absolue de f est plus petite que l'intégrale de a à b de f, qui elle-même est plus petite que l'intégrale de la valeur absolue de f. Nous avons donc encadré l'intégrale de f par deux quantités opposées. C'est-à-dire que cela nous donne bien valeur absolue de a à b de f plus petite que l'intégrale de la valeur absolue de f. Donc cette forme ressemble énormément à l'inégalité triangulaire pour une somme, puisque je vous rappelle que la valeur absolue d'une somme, de la somme d'une famille de complexes par exemple, est inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues. Donc c'est une égalité qui est exactement de la même forme, c'est pour ça qu'elle s'appelle l'inégalité triangulaire aussi pour des intégrales, et c'est une inégalité que nous utilisons très souvent.
Pour le point numéro 5, donnons d'abord une explication graphique. Sur ce dessin, nous voyons ici représenter le graphe d'une fonction f qui est définie sur l'intervalle 0,2 qui est ici, que nous pouvons appeler l'intervalle AB. La fonction verte, c'est le graphe d'une fonction constante égale à l'intégrale de AB de f, qui se trouve ici être à peu près égale à 0,55. Et la fonction rouge, c'est une fonction constante égale à 1 sur b moins a fois l'intégrale de AB de f, c'est-à-dire ici 1/2 fois à peu près 0,55. Cette constante rouge, 1 sur b moins a fois l'intégrale de AB de f, est appelée la moyenne de f sur l'intervalle AB. Pourquoi la moyenne? Parce que si nous appelons g la fonction dont le graphe est cette constante, donc g est une fonction constante égale à 1 sur b moins a fois l'intégrale de AB de f, eh bien g, c'est la seule fonction constante qui a la même intégrale sur l'intervalle AB que la fonction f. C'est-à-dire que l'intégrale de AB de g est égale à l'intégrale de AB de f. G est la seule fonction constante qui vérifie cela. Graphiquement, cela signifie que si nous regardons l'aire du rectangle rouge, l'aire sous la courbe, eh bien cette aire est égale à l'aire qui est sous la courbe bleue, donc sous la courbe de f. Donc cette valeur constante est appelée la moyenne de f sur l'intervalle AB, et c'est elle qui va intervenir dans le point numéro 5. Plus précisément, nous allons voir cette moyenne intervenir dans le cas particulier du point numéro 5. Pour le cas général du point numéro 5, il suffit de remarquer que si nous prenons une fonction f sur l'intervalle AB, elle est évidemment inférieure, toujours, en valeur absolue, au sup de sa valeur absolue. Donc, si nous prenons ensuite une fonction g, il se trouve que sa valeur absolue est une fonction positive, donc nous pouvons multiplier l'inégalité précédente par la valeur absolue de g. Il ne reste ensuite plus qu'à intégrer cette inégalité. En utilisant la croissance de l'intégrale, nous obtenons que l'intégrale de AB de la valeur absolue de f fois g est plus petite que la constante sup de valeur absolue de f fois l'intégrale de AB de g. Donc ici, j'ai tout simplement par linéarité sorti la constante sup de valeur absolue de f de l'intégrale. Alors en précisant tout de même que c'est le sup pris sur l'intervalle AB. Et ici, par inégalité triangulaire, d'après le point numéro 4, l'intégrale de la valeur absolue de f fois g est plus grande que la valeur absolue de l'intégrale de f fois g. Donc ceci démontre le cas général du point numéro 5. Si jamais g est égal à 1, c'est la fonction constante égale à 1, nous obtenons directement que l'intégrale de AB de f est plus petite que l'intégrale de AB de la valeur absolue de f, qui elle-même est plus petite que le sup de la valeur absolue de f, fois l'intégrale de AB de la fonction constante égale à 1, c'est-à-dire b-a. Si nous divisons tout cet encadrement par b-a, à condition que b soit strictement plus grand que a, nous obtenons 1 sur b-a en valeur absolue fois l'intégrale de AB de f. Donc ici nous avons bien la valeur absolue de la moyenne de f, qui est plus petite que 1 sur b-a fois l'intégrale de AB de la valeur absolue de f, plus petit que le sup de f toujours sur l'intervalle AB. Donc ceci, c'est notre cas particulier qui fait intervenir notre moyenne. Graphiquement, donc le sup de la fonction f en valeur absolue est plus grand que la moyenne. Cela se vérifie sur le dessin de la page de gauche. Le sup de f est à peu près atteint à cet endroit-là. Il est en effet supérieur à la valeur moyenne de f, même pris en valeur absolue. Il nous reste à démontrer la relation de Schall pour les fonctions continues par morceaux. Comme pour le point numéro 1, nous allons faire intervenir des fonctions en escalier, et la démonstration, là encore, va être un peu technique, mais elle va suivre le même cheminement que pour le premier point. Donc nous allons introduire un epsilon strictement positif, et nous voulons montrer que l'intégrale de f de a à c plus l'intégrale de c à b est égale à l'intégrale de f entre a et b. Donc pour cela, nous allons séparer f et la restreindre d'une part à AC et d'autre part à CB. Donc sur l'intervalle AC, nous pouvons encadrer f par deux fonctions en escalier que nous allons appeler phi1 plus et phi1 moins. Et puis nous allons faire la même chose sur l'intervalle CB cette fois-ci.
nous allons encadrer f par deux fonctions en escalier, phi de moins et phi de plus, avec à nouveau la différence entre phi 1 plus et phi 1 moins et entre phi de plus et phi de moins plus petite qu'epsilon. Donc je l'écris ici pour les fonctions numéro 1. La différence phi 1 plus moins phi 1 moins est plus petite qu'epsilon, et de la même manière, pour les fonctions numéro 2, phi de plus moins phi de moins est aussi plus petite qu'epsilon. J'ai encore un peu de place. Alors maintenant, nous allons définir deux fonctions. Nous allons définir la fonction phi plus. On va mettre le plus en haut. Phi plus qui est la fonction qui va aller de AB dans R et qui à X va associer phi 1 plus si X est entre A et C et phi de plus si X est entre C et B. Et puis nous allons faire la même chose avec phi moins. Donc je ne le réécris pas, mais nous allons définir la fonction phi moins de la même manière avec des moins, suivant que X est entre A et B, entre A et C, pardon, ou entre C et B. Donc ce qui est à peu près clair, c'est que phi plus ou moins sont toutes les deux des fonctions en escalier, puisque nous avons tout simplement, en quelque sorte, concaténé deux fonctions en escalier. Et comme phi plus est plus grande que f entre A et C et aussi entre C et B, eh bien, globalement, sur tout l'intervalle AB, la fonction f est encadrée par phi plus et phi moins. Donc nous pouvons maintenant passer à l'intégrale. L'intégrale de A à B de phi moins est plus petite que l'intégrale de A à B de f, qui est plus petite que l'intégrale de AB de phi plus. Mais de A à C, c'est l'intégrale de phi 1 moins qui est plus petite que l'intégrale de A à C de f, puisque f est une fonction continue par morceau sur AC, plus grande que la fonction phi 1 moins en escalier. Donc toujours avec le même principe, nous pouvons encadrer l'intégrale de f de A à C par les intégrales de phi 1 plus et phi 1 moins. Et nous pouvons bien sûr le faire aussi entre C et B. Et alors cette fois-ci, ce sont les fonctions numéro 2. Donc nous nous retrouvons avec trois encadrements. L'encadrement numéro 1, le 2 et le 3. Et nous allons effectuer, alors c'est vraiment toujours le même principe, l'encadrement numéro 1 moins le numéro 2 moins le numéro 3, ce qui va nous donner le résultat suivant. Alors je n'écris que l'inégalité de droite pour que tout rentre bien sur une seule ligne pour ne pas surcharger les choses. L'intégrale de AB de F moins l'intégrale de A à C moins l'intégrale de C à B est donc plus petite que l'intégrale de A à B de phi plus moins l'intégrale de A à C, ça c'est un A, de phi 1 moins l'intégrale de C à B de phi 2 moins. Mais entre A et C, phi 1 moins, c'est phi moins, et entre C et B, phi 2 moins, c'est aussi phi moins. Donc ici, le membre de droite, c'est exactement l'intégrale de AB de phi plus, moins l'intégrale de A à C de phi moins, moins l'intégrale de C à B de phi moins. Mais phi moins est une fonction en escalier, et pour les fonctions en escalier, nous savons déjà que la relation de Chasles est valable. Donc les deux dernières intégrales de ce membre de droite s'écrivent finalement comme une seule intégrale, qui est l'intégrale de A à B de phi moins. À nouveau, nous retombons par linéarité, sur l'intégrale de phi plus moins phi moins. Je ne l'ai pas remis avant, mais puisque phi 1 plus et phi 1, puisque pour les fonctions numéro 1 et les fonctions numéro 2, la différence entre les plus et moins, c'est toujours plus petit qu'epsilon, eh bien, phi plus moins phi moins est une fonction positive qui est toujours plus petite qu'epsilon. Et donc ici, cette intégrale de droite est plus petite que la longueur de l'intervalle b-a fois epsilon. Et évidemment, de même, nous pourrions montrer la partie de gauche de cet encadrement, c'est-à-dire moins epsilon fois b-a est plus petit que l'intégrale de a à b de f, moins l'intégrale de a à c de f, moins l'intégrale de c à b de f.
Donc, nous pouvons là aussi repasser à une valeur absolue. La valeur absolue de cette différence d'intégrale est plus petite que epsilon fois b moins a, et ce pour tout epsilon strictement positif. Donc, cette valeur absolue est nécessairement nulle, ce qui implique le résultat voulu. L'intégrale de AB de f est bien égale à l'intégrale de AAC de f plus l'intégrale de CAB de f. C'est notre relation de Schall, et c'est la fin de la démonstration de cette proposition. Nous allons encore démontrer un résultat concernant ces intégrales. Ce résultat est motivé par des questions que l'on peut légitimement se poser après avoir démontré les propriétés que nous venons de démontrer. En particulier, nous avons montré que si la fonction f était positive, son intégrale de a à b était positive. Et nous avons aussi bien sûr montré que si f était nulle, son intégrale était nulle. Concernant la première question, quelles sont les hypothèses qu'il faudrait supposer pour savoir que l'intégrale de a à b de f est strictement positive? Et puis concernant la question numéro 2, est-ce que la réciproque est vraie? Dans quel cas est-ce que l'intégrale de a à b de f est nulle implique que f est nul? Alors évidemment, cette implication est fausse en général, mais si nous rajoutons des hypothèses au fait que l'intégrale de a à b de f est nulle, est-ce que l'on peut en déduire que f est nul? Eh bien, il y a un théorème qui va répondre à ces deux questions. Le théorème est le suivant, il se décompose en deux parties. La deuxième partie n'est finalement que la contraposée de la première partie. Pour la première partie, nous avons trois hypothèses à faire. Si f est continu, alors évidemment, ici je l'ai écrit en majuscule et c'est souligné et je peux même l'encadrer, c'est le point important qu'il ne faut surtout pas oublier. Une hypothèse indispensable. Alors elle n'est pas plus indispensable que les deux qui vont suivre, mais c'est souvent celle qu'on a tendance à oublier. Donc si f est continue, si f est positive, et si il existe au moins un point où f est strictement positive, alors son intégrale de a à b est strictement positive. Les trois hypothèses sont indispensables. Il est assez simple de trouver des contre-exemples de fonctions qui vont vérifier deux hypothèses parmi les trois, mais pas la troisième, et dont l'intégrale ne sera pas strictement positive. Je vous laisse le soin d'en chercher. Le plus compliqué peut-être, même si ça n'est malgré tout pas très dur, c'est de trouver une fonction qui ne vérifie pas le point 1, mais qui vérifie les points 2 et 3, et qui n'a pas une intégrale strictement positive. Donc la deuxième partie, c'est tout simplement la contraposition de la première. On suppose encore les points 1 et 2, mais par contre, nous supposons le contraire du résultat de la première partie. Alors si f est continue, en particulier elle est continue par morceaux, si elle est positive, eh bien son intégrale est positive. Donc si nous supposons que son intégrale n'est pas strictement positive, sachant qu'elle est positive, cela revient bien à supposer que son intégrale est nulle. Alors, par contraposition de la première partie, c'est le contraire du point numéro 3 qui se vérifie, c'est-à-dire que f est positive, mais qu'il n'existe aucun point où f est strictement positive, donc f est nul. Là aussi, bien sûr, les trois hypothèses sont indispensables, et vous pourrez encore trouver des exemples de fonctions qui ne vérifient que deux points parmi les trois, et pas le troisième, et alors ces fonctions ne seront pas nécessairement nulles. Pour la démonstration, il suffit donc de démontrer l'une des deux parties, puisque l'autre partie en sera la contraposée. Démontrons donc par exemple la première partie de ce théorème. Donc je ne réécris pas les hypothèses, mais nous supposons donc que f est continue, positive, et qu'il existe un point x0 tel que f de x0 est strictement positif. Alors si f de x0 est strictement positif, par continuité de f, et c'est là que cette hypothèse est indispensable, nous savons qu'il existe un intervalle grand I non trivial qui contient x0, donc un intervalle non trivial, c'est-à-dire qui n'est pas réduit à un point et qui n'est pas vide non plus, tel que donc x0 appartient à I, et f restreinte à l'intervalle I est strictement positive, et on peut même faire mieux, est strictement plus grande que f de x0 sur 2. Donc, les choses peuvent se schématiser sur un dessin qui aurait cette allure-là.
Donc si je trace sommairement deux graphes, et que je trace le graphe d'une fonction, deux axes, pardon, et que je trace le graphe d'une fonction continue qui prend en x0 une valeur strictement positive, eh bien nous savons que, donc ici nous avons f de x0, c'est un résultat assez classique que nous avons vu dans le chapitre sur la continuité. Il existe un intervalle grand I, alors je vais le dessiner en vert par exemple, tel que sur cet intervalle grand I, donc un intervalle autour de x0, eh bien la fonction f est strictement plus grande que f de x0 sur 2. Nous allons donc définir une fonction en escalier, une fonction qui va valoir 0 en dehors de l'intervalle I, qui va valoir f de x0 sur 2 sur l'intervalle I, et qui va valoir 0 à nouveau en dehors de l'intervalle I. Alors sur ce dessin, x0 se trouve strictement à l'intérieur de l'intervalle AB, mais si x0 est l'une des deux bornes, ça n'est pas grave, l'intervalle grand I ne débordera pas des deux côtés de x0, mais il s'arrêtera à x0 à gauche ou à droite. Donc ici, nous posons phi, la fonction qui à x va associer 0 si x n'appartient pas à I, et f de x0 sur 2 si x appartient à I. Évidemment, donc, cette fonction est une fonction en escalier sur l'intervalle AB, et de plus, elle est plus petite que f. Donc, nous savons, par définition de l'intégrale de f, que l'intégrale de a à b de phi est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de f. Or, l'intégrale de a à b de phi, c'est f de x0 sur 2 fois ce que l'on appelle le diamètre de l'intervalle I, donc sa longueur. Or ici, comme cet intervalle n'est pas trivial, la longueur de cet intervalle n'est pas nulle, elle est même d'ailleurs strictement positive. Et phi de x0 sur 2 est également strictement positif, ce qui permet de conclure l'intégrale de a à b de f est bien strictement positive. Donc voici pour cette démonstration. Donc j'insiste bien, l'hypothèse de continuité est indispensable et nous l'avons d'ailleurs utilisée ici dans la démonstration. Sans ce point, nous ne pourrions pas effectuer cette démonstration. Donc pensez bien à faire figurer très clairement cette hypothèse dans vos copies lors d'un devoir écrit, car c'est une hypothèse qui manque assez souvent, et le correcteur, c'est à peu près la première chose qu'il va vérifier si vous voulez démontrer un résultat de ce type, il va vérifier que cette hypothèse ne manque pas. Remarquons que nous avons dans l'énoncé de ce théorème parlé de fonctions positives, mais évidemment, le même résultat est vrai avec des fonctions négatives. C'est-à-dire que si f est continue négative et prend en au moins un point une valeur strictement négative, alors son intégrale est strictement négative. Et nous allons terminer cette vidéo en définissant l'intégrale de f de a à b dans le cas où a est plus grand que b. Car en effet, si vous regardez tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant dans ce chapitre sur les intégrales, nous n'avons défini des intégrales que pour des fonctions définies sur un intervalle ab avec a strictement plus petit que b. Donc nous avons défini l'intégrale de a à b, mais si la borne du bas, donc a, est plus grande que b, nous n'avons pas dit ce que nous faisions. Donc tout simplement, si a est égal à b, par convention, on va poser l'intégrale de a à b de f égale à 0, tout le temps. Ce qui est assez naturel, puisque sur un intervalle réduit à un seul point, d'une certaine manière, l'aire sous la courbe est nulle. Si a est strictement plus grand que b, eh bien là aussi la règle est très simple, et vous la connaissez d'ailleurs, l'intégrale de f de a à b est posée égale à moins l'intégrale de b à a de f. Et cette fois-ci, il n'y a pas de souci, puisque ici, la borne de gauche la borne du bas, est strictement plus petite que la borne du haut. Donc cette intégrale est connue, c'est celle que nous venons de définir dans les vidéos, en tout cas dans la partie du chapitre qui précède ce que nous sommes en train de faire. Alors il n'y a que quelques petits points sur lesquels il faut revenir avec cette nouvelle définition. En particulier, il faudra faire très attention à la positivité. C'est-à-dire que si f est positive, mais que a est plus grande que b, eh bien cette fois-ci l'intégrale de a à b, de f, comme nous venons de le voir, c'est moins l'intégrale de b à a de f,
Et c'est cette intégrale-là qui vérifie les résultats que nous avons déjà montrés. Ici, b est strictement plus petit que a, et f est positive. Donc cette intégrale ici est positive. Et donc, comme nous la multiplions par moins 1, eh bien l'intégrale de a à b de f est-elle négative? Donc attention, vous pouvez très bien avoir une fonction positive dont l'intégrale est négative. Cela se produit lorsque les deux bornes sont, entre guillemets, inversées. C'est-à-dire que c'est la grande borne qui se trouve en bas et la petite qui se trouve en haut. On peut bien sûr prendre un exemple tout bête. L'intégrale de 1 à 0 de 42 est égale à moins 42. Il faut également revenir sur la relation de Schall. Là encore, si vous faites attention, la relation de Schall que nous avons démontrée, c'est pour une fonction continue par morceaux sur un intervalle AB avec A plus petit que B, et nous avons choisi le point C entre A et B. Mais la relation de Schall peut s'exprimer d'une manière beaucoup plus générale, de la manière suivante. Si f est une fonction continue par morceaux sur i, alors ici je ne l'ai pas reprécisé, mais i comme toujours, comme souvent en tout cas, est un intervalle. Eh bien, si nous prenons 3 points quelconques ABC dans grand I, nous avons la même formule que précédemment, c'est-à-dire que l'intégrale de f de A à B, c'est l'intégrale de A à C plus l'intégrale de C à B, et ce, quel que soit l'ordre dans lequel se trouvent les points ABC. C'est-à-dire que cette relation est valable même si C ne se trouve pas entre A et B. Pour la démonstration, il s'agit de démontrer cette formule lorsque A, B, C sont dans tous les ordres possibles. Or, lorsqu'il y a 3 éléments, eh bien nous savons qu'il y a factoriel 3, c'est-à-dire 6 possibilités de les classer dans un certain ordre. Donc ici, nous avons 6 cas possibles, A plus petit que B plus petit que C, A plus petit que C plus petit que B, etc. Il y en a 6 qui sont tous récapitulés ici. Parmi ces 6 ordres possibles, il y a celui-ci, le deuxième, qui est le cas que nous connaissons déjà. Lorsque C se trouve entre A et B avec A plus petit que B, nous avons déjà démontré la relation de Schall. Il faut donc démontrer cette relation pour les 5 autres cas. Je ne vais en traiter qu'un car les démonstrations sont toujours les mêmes. Par exemple, nous allons traiter le cas numéro 3, qui est celui où A se trouve entre B et C avec B plus petit que C, et donc aussi que A. Dans cette configuration, nous pouvons tout de même écrire la relation de Schall que nous connaissons, mais en prenant bien garde de mettre les bornes comme il faut, c'est-à-dire que l'intégrale de f de la plus petite des 3 bornes jusqu'à la plus grande, c'est-à-dire de B à C, est égale à l'intégrale de la borne de la plus petite jusqu'à la borne du milieu, donc de B à A, plus l'intégrale de la borne du milieu jusqu'à la plus grande des bornes, donc l'intégrale de A à C. Nous allons tout simplement maintenant regarder les termes qui doivent apparaître ici dans le résultat que nous voulons. Nous devons faire apparaître l'intégrale de A à B. Or ici nous avons l'intégrale de B à A. Nous devons aussi faire apparaître l'intégrale de C à B. Or nous avons l'intégrale de B à C. Par contre l'intégrale de A à C nous l'avons. Alors il va suffire de remplacer l'intégrale de B à C par moins l'intégrale de C à B. Et de même, nous remplaçons l'intégrale de B à A par moins l'intégrale de A à B. Et puis, il va suffire de passer les termes de part et d'autre du signe égal. Donc, l'intégrale de A à B, nous la passons à gauche. L'intégrale de C à B, nous la passons à droite. Et celle de A à C, eh bien, elle reste où elle est. Et nous avons fini. C'est exactement la relation que nous voulions. Donc voici pour la relation de Schall dans le cas général, et ce sera la fin de cette vidéo un peu technique, il est vrai.